Bonjour, bienvenue dans ce nouveau sous-module. Nous allons voir pourquoi il est essentiel de repartir des besoins des piétons et des cyclistes pour planifier les mobilités actives. Avant de nous pencher sur la question des besoins, nous allons tout d'abord rappeler la définition de la mobilité active ou des mobilités actives. Nous allons rappeler pourquoi il est absolument essentiel de la soutenir. Et puis nous allons regarder quels sont ces besoins des piétons et puis des cyclistes. Pour ce faire, nous allons présenter des principes généraux qui se basent sur de nombreux retours d'expériences internationaux de ville, et puis nous allons inclure des développements particulièrement inspirants au Maroc. Tout d'abord, qu'est-ce que la mobilité active? La mobilité active correspond au déplacement de personnes ou de marchandises qui utilisent la force motrice humaine. C'est pour ça qu'on utilise le qualificatif d'active. Les modes actifs les plus répandus sont la marche à pied et le vélo, auxquels s'ajoutent, mais moins fréquemment, la trottinette, le roller, le skateboard, le tricycle, etc. Dans ces vidéos, nous allons essentiellement nous concentrer sur la marche à pied et le vélo. Nous retrouvons parfois également les termes de transport non motorisé ou de mobilité douce. Cependant, la notion de transport non motorisé peut véhiculer une image négative qui est en creux. C'est une mobilité qui est non motorisée. Donc nous allons plutôt préférer utiliser la notion de mobilité active ou de mobilité active au pluriel qui est plus positive. Rappelons tout d'abord pourquoi il est si essentiel de promouvoir la mobilité active. Comme nous l'avons vu dans les derniers sous-modules, nous assistons à une croissance de la motorisation qui est entraînée par la modernisation, les changements de mode de vie et l'étalement urbain. Nous assistons à un transfert des modes actifs vers des modes motorisés tels que l'automobile ou la moto, qui est souvent favorisé par l'aménagement urbain qui ne va pas limiter l'étalement urbain, et la politique des transports dans de nombreuses villes à travers le monde qui va plutôt investir dans des infrastructures routières. Nous avons vu que ce développement mène à de très nombreuses externalités négatives, dont la pollution de l'air, des émissions de gaz à effet de serre en croissance, des accidents, la congestion, etc. Pourquoi la mobilité active? La mobilité active est particulièrement intéressante pour son efficacité bien plus importante dans l'utilisation de l'espace public, qui est une ressource rare. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite, qui montre le nombre de personnes pouvant se déplacer par heure sur une voie de 3,5 mètres de largeur en ville. Nous voyons ici que la voiture individuelle est le mode le plus inefficace, permettant de transporter seulement 2000 personnes par heure, alors que le mode cyclable permet le déplacement de 14 000 personnes par heure et le mode piéton de 19 000 personnes par heure. Nous retrouvons également cet élément d'efficacité sur la question du stationnement. Une place de stationnement automobile correspond à 8 stationnements vélos de courte durée avec 4 arceaux. Promouvoir la mobilité active permet également de diminuer les externalités négatives des modes motorisés, que nous avons vues dans la diapositive précédente, dont notamment la tendance à la sédentarité accrue et ses conséquences en matière de santé publique. La mobilité active permet aussi de maintenir une attractivité économique des centres-villes et elle permet de développer des villes à la qualité de vie élevée, des villes inclusives, des villes ludiques et des villes qui facilitent les interactions entre citoyens. Penchons-nous désormais sur la marche à pied. Toute personne qui se déplace dans l'espace urbain est à un moment ou un autre un piéton. Il y a de nombreuses motivations individuelles et collectives qui conduisent à se déplacer. Il y a tout d'abord la marche pour accéder à un premier mode de transport, par exemple entre le domicile et ce mode. On peut également marcher en correspondance entre deux modes de transport, par exemple entre un arrêt de bus et une station de métro. On peut marcher de manière contrainte parce qu'on n'a pas d'accès à d'autres modes de transport ou ces modes ne sont financièrement pas accessibles. Il est possible de marcher pour entretenir sa santé ou le pratiquer comme un loisir, etc. En règle générale, un marcheur en conditions physiques normales, en milieu urbain dense, marchera à une vitesse située entre 3,6 et 5 km/h. En revanche, la vitesse de marche d'un jeune enfant ou d'une personne âgée se situe plutôt entre 1 et 3 km/h, d'où cette moyenne d'environ 4 km/h. Maintenir ou augmenter la part modale des déplacements à pied nécessite de mettre en place des conditions favorables, qui sont résumées par un acronyme SPACE, que je vais désormais vous expliquer.
Le premier S correspond à la sécurité routière et à la sûreté. Il peut être mesuré avec des éléments objectifs, par exemple le nombre d'accidents, mais également par la perception subjective des piétons. Se sentent-ils en sécurité? Il est très important pour permettre cette sécurité et sûreté d'apaiser le trafic, de limiter la vitesse, par exemple via des zones 30, voire moins, et ainsi de créer des zones partagées entre modes. Lorsque le trafic motorisé a une vitesse particulièrement élevée, il est fondamental de séparer les zones piétonnes et de les marquer correctement pour les signaliser et donner la priorité aux piétons. L'ONU recommande une largeur de trottoir d'au moins 2 mètres avec une hauteur de trottoir de 150 mm maximale. Les intersections doivent être sûres et cela passe notamment par une visibilité suffisante en limitant le stationnement en amont du passage piéton à 5 à 10 mètres. Et enfin, la sûreté est fondamentale, notamment pour les femmes, et cela passe notamment par le fait que les trottoirs doivent être suffisamment éclairés. Le deuxième P correspond à la notion de priorité, à savoir de fait de rendre visible l'importance donnée aux piétons dans l'aménagement urbain, par exemple en augmentant le taux de la voirie affectée aux modes actifs. Pour s'assurer qu'une priorité suffisante est donnée aux modes actifs, il est utile de repartir des besoins des personnes à mobilité réduite, en se posant la question de savoir si l'espace dédié est suffisant, si une personne en fauteuil roulant, par exemple, pourrait se déplacer sans obstacle. Des passages piétons suffisants doivent être prévus, ils doivent être sécurisés et inclusifs. Par exemple, les passerelles aériennes doivent être évitées, car elles sont difficilement accessibles ou non accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'expérience montre également que les piétons ne les utilisent souvent pas, ce qui augmente le risque d'accident. Des îlots refuges, par ailleurs, permettent aux piétons de traverser plus facilement les routes à plusieurs voies. Il est important de réaménager et d'adapter les carrefours routiers si besoin, de réduire la largeur de la voirie au passage piéton et de limiter le stationnement en amont, comme nous vous l'avons dit précédemment, pour augmenter la visibilité. Et enfin, les feux de signalisation peuvent permettre de sécuriser les traversées piétonnes lorsque le trafic est dense ou rapide, en imposant l'arrêt total au mode motorisé et en donnant la priorité aux piétons. Le troisième point correspond à la notion d'accessibilité. La question de l'accessibilité correspond à la question suivante: est-il facile d'accéder au trottoir? Il s'agit ici de supprimer les obstacles et de réduire les détours pour améliorer la continuité. Les trottoirs doivent être donc continus, sans marche, en utilisant des rampes et une inclinaison si nécessaire. Il est important ici de réglementer et de réguler le stationnement pour éviter d'avoir des obstacles sur les trottoirs. Il est recommandé enfin de structurer les espaces piétons en 3 zones fonctionnelles: une zone de façade, une zone de passage et une zone de mobilier urbain qui intègre par exemple l'éclairage. Le quatrième point correspond à la notion de confort, à savoir 2 mètres de trottoir continu et sans obstruction physique ou visuelle. Il est ici très utile pour améliorer le confort, notamment le confort thermique, de verdir les zones piétonnes. Ceci est particulièrement important dans des zones climatiques particulièrement chaudes et cela permet également d'améliorer la qualité de l'espace urbain. Il est recommandé ici de créer des espaces ombragés, que ce soit par des moyens naturels ou par des moyens artificiels. Il est très important de rendre l'espace inclusif par des repères sonores et tactiles. Par exemple, ici, vous voyez un revêtement au sol spécifique qui va faciliter le déplacement des personnes malvoyantes. D'insérer des espaces ludiques qui permettent d'augmenter grandement la qualité pour les enfants, les familles, mais également par exemple pour le tourisme, et de valoriser l'espace public, en se rappelant toujours que l'objectif final de l'embellissement des rues, c'est de permettre aux gens de marcher et de rendre l'expérience agréable. Et enfin, le dernier point est la question de l'exécution. En amont, il est fondamental d'avoir défini une stratégie avec un plan d'action piéton ou un plan marche par exemple, et ensuite de se concentrer sur le contrôle de son application. Une stratégie de marche peut être très bien pensée, mais si elle est insuffisamment appliquée, par exemple s'il y a un manque de régulation du stationnement qui va causer un certain nombre d'obstacles sur les trottoirs, cette stratégie peut tout à fait échouer. Ce qui est très important ici, c'est d'intégrer les retours d'expérience des piétons, d'évaluer par exemple l'impact de la planification via des enquêtes quantitatives et qualitatives. L'approche de l'urbanisme tactique, qui replace le retour des usagers au centre de la conception,
et aussi particulièrement utile. Venons-en maintenant à la question du vélo. Avant de regarder quels sont les besoins des cyclistes, il est important de clarifier différents termes que vous allez retrouver dans les prochaines diapositives. Tout d'abord, lorsqu'on parle de bande cyclable, il s'agit ici d'une voie réservée au cycle sur une chaussée à plusieurs voies qui est délimitée par une simple ligne de peinture. En revanche, une piste cyclable est une voie qui est exclusivement réservée aux cyclistes, donc en site propre, qui va être séparée de la chaussée générale par des éléments physiques. Lorsqu'on parle de stationnement vélo, on parle d'installations qui sont spécifiquement conçues pour stationner les vélos de manière sécurisée. On ne va pas ici parler des arbres, du mobilier urbain, des poteaux, etc. Maintenant, venons-en à la dimension de l'électrique qui prend un rôle de plus en plus important. Lorsqu'on parle de Pedelecs, par exemple, on va parler ici de vélos à assistance électrique qui fournissent une assistance électrique jusqu'à un certain seuil seulement. Donc dans l'Union européenne, pour un Pedelecs, il va s'agir ici de 25 km/h. En revanche, lorsqu'on parle de vélos électriques, ce sont des vélos qui fournissent constamment une assistance électrique et qui sont parfois équipés d'une manette. En général, on va parler ici moins de ces types de vélos électriques, mais plutôt des Pedelecs. Venons-en maintenant aux besoins des cyclistes. Nous allons retrouver l'acronyme SPACE, qui retrouve des éléments similaires, mais également un peu différents. Tout d'abord, nous allons retrouver la question de la sécurité et de la sûreté pour le cycliste et pour le vélo, la question de la priorité aux intersections et l'importance d'avoir un réseau intégré, l'attractivité via des itinéraires directs, le confort lié à l'environnement et au roulement, et enfin l'exécution au moyen de 5 volets que nous allons identifier. Le premier élément, S, est la sécurité routière et la sûreté. Les cyclistes sont en effet un groupe qui est très vulnérable en cas de collision. Les cyclistes n'ont pas de coque protectrice autour d'eux, ni d'airbag, ni de pare-choc. Il est donc fondamental de se préoccuper de la sécurité des cyclistes. Ici, il y a 2 cas de figure. Soit la vitesse des véhicules motorisés est inférieure à 30 km/h, par exemple à l'échelle d'un quartier, et dans ces cas-là, il est possible d'avoir un trafic mixte en continuant à abaisser la vitesse motorisée. En revanche, si la vitesse dépasse 30 km/h, il est fondamental d'avoir des pistes cyclables donc séparées, d'une largeur minimale de 2 mètres pour une piste à sens unique et de 3 mètres pour une piste bidirectionnelle. Ce sont des recommandations d'ONU Habitat. Ou alors, d'apaiser le trafic pour descendre en dessous de ce seuil de 30 km/h. Les feux de signalisation doivent être ajustés pour améliorer la sécurité et souligner la prise en compte des cyclistes. Et enfin, il est important d'avoir un stationnement pour les vélos qui est en nombre suffisant et qui est sûr. Vous pouvez voir ici à droite différents coûts pour ces stationnements vélos. Le deuxième point est P, priorité. Le vélo étant propulsé par les muscles, le cycliste doit avant tout dépenser moins d'énergie pour atteindre sa destination. La conception urbaine doit donc refléter ce besoin, favoriser les itinéraires directs et limiter les interruptions pour limiter l'effort physique. L'une des raisons pour laquelle les Pays-Bas ou Copenhague par exemple ont un taux de cyclisme aussi élevé est que les cyclistes bénéficient d'un itinéraire direct vers leur destination, alors que les automobilistes doivent souvent emprunter un itinéraire plus long, de porte à porte. Cela augmente donc l'attrait du vélo. Ici, l'aménagement urbain joue un rôle crucial. Il est possible par exemple de créer des raccourcis réservés aux vélos dans des allées et des voies qui ne sont pas utilisées par les voitures. Une autre possibilité consiste à avoir des rues où les voitures ne peuvent circuler que dans un sens, tandis que les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens. Il y a différentes solutions d'aménagement qui sont possibles, telles que des pistes ou des bandes cyclables, des voies de bus et de vélos, un double sens cyclable, comme je disais, des voies vertes, etc. L'objectif, in fine, de ces itinéraires directs est de réduire la durée totale du trajet pour les cyclistes par rapport aux motorisés. Et puis par exemple, dans de nombreuses villes européennes, le centre-ville n'est accessible qu'aux piétons et aux cyclistes. Le troisième point est la question de l'attractivité. L'attractivité passe par le fait d'avoir des itinéraires cohérents qui forment un réseau connecté de voies et de pistes cyclables. Cela signifie qu'un cycliste peut passer d'un itinéraire à un autre en toute sécurité. En effet, imaginons une piste cyclable de grande qualité mais qui débouche sur une absence d'aménagement cyclable à sa fin, le parcours est confus alors et ne risque pas d'attirer de nouveaux usagers vers le vélo. Il est également important d'avoir
une utilisation du même matériau, d'avoir une signalisation claire avec un itinéraire qui est lisible, d'avoir des emplacements de stationnement suffisants et d'avoir une intégration avec le transport public, donc par exemple des stationnements à proximité des arrêts de transport en commun. Un autre élément important est le confort, qui peut prendre plusieurs formes. En termes d'infrastructure, le confort réside dans le matériau utilisé pour les pistes cyclables. Un matériau lisse, par exemple de l'asphalte ou du béton, mais pas de pavé, doit être utilisé pour une surface de roulement de piste cyclable confortable. Les perturbations causées par les blocages et les infrastructures non entretenues découragent les cyclistes. Les obstructions ou perturbations causées par d'autres véhicules doivent être évitées pour ne pas faire perdre l'équilibre au cycliste et ne pas le ralentir. Il est important aussi de réduire les conflits potentiels avec les autres usagers de la route, notamment avec les piétons ou par exemple autour des arrêts de bus. La protection contre le vent, la pluie et le soleil est également très appréciée des cyclistes. L'aménagement de zones vertes le long des pistes cyclables peut par exemple permettre d'offrir une telle protection. Il est très important ici d'entretenir suffisamment ces zones pour éviter un empiètement de la végétation sur l'espace cyclable. Une largeur suffisante, comme nous l'avons dit précédemment, est importante pour permettre de rouler côte à côte grâce à une largeur suffisante de l'espace cyclable. Le vélo est en effet également une activité sociale. Permettre une interaction sociale peut rendre le cyclisme attractif. C'est notamment très important pour les enfants, les familles ou les personnes âgées. Et enfin, nous retrouvons la dimension de l'exécution avec 5 leviers. Donc en amont, une planification, par exemple un plan vélo ou un schéma directeur cyclable, un aménagement de l'infrastructure suivant les principes que nous avons présentés précédemment, une communication auprès des publics et une formation, par exemple à l'usage du vélo, par exemple pour des groupes de population qui n'ont pas l'habitude de le faire, par exemple des femmes, un développement de nouveaux services, par exemple des services de vélo en libre service, que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Et puis enfin, une évaluation. Donc ici aussi, on retrouve cette importance de collecter les retours des cyclistes sur leur expérience, sur l'infrastructure. Ceci peut se faire via par exemple des enquêtes, mais aussi par exemple via des modes innovants, via des modalités innovantes. Par exemple, ici vous voyez une application utilisée à Berlin que nous allons développer ultérieurement et qui permet de faire un retour sur les difficultés retrouvées sur un parcours. Et puis il est aussi également possible de tester des aménagements avant leur pérennisation. Nous allons ensuite passer maintenant sur la question du Maroc et regarder quels sont les développements très inspirants à l'œuvre actuellement. Donc ici vous voyez plusieurs images à Nador, à Essaouira, à Rabat et à Marrakech. Il y a tout d'abord un guide que j'aimerais mentionner à nouveau, donc ce guide mode doux et sécurité routière, qui représente le contexte marocain et les enjeux, qui énonce un certain nombre de principes sur la planification des déplacements en mode doux, donc leur conception, la mise en œuvre, l'accompagnement, l'incitation et la promotion, et qui fait un focus sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Et donc, je vous encourage vivement à avoir accès à lire, consulter ce guide qui est mis en lien sous la vidéo. Faisons un petit point sur les développements en matière d'infrastructures et des services de mobilité active. Donc l'état actuel, d'après une estimation globale du FIT qui a été utilisé pour la modélisation dans le cadre du projet DTE, est un réseau piéton qualitatif d'environ 24 000 km et 30 km de réseau cyclable qualitatif. Un développement particulièrement intéressant est la planification croissante de la marche et du vélo dans de nombreux plans de mobilité urbaine durable, dans une logique d'amélioration des conditions et d'un développement d'une infrastructure nécessaire. Donc on voit notamment des pistes cyclables, des projets et des études pour de telles pistes, par exemple à Agadir, à Oujda, à Rabat, Meknès, Tanger, etc. Une piétonisation de certains quartiers déjà réalisés, par exemple à Casablanca, à Rabat, ou qui est planifiée pour le futur. Des approches innovantes, par exemple des passages piétons colorés que vous pouvez voir ici, par exemple à Oujda. Et puis des essais pour développer de nouveaux services, comme par exemple le système de vélo en partage qui avait été mis en œuvre à l'occasion de la COP22 à Marrakech, ou les services de taxi-vélo à assistance électrique à Rabat. Il y a également un élément qui est fondamental, à savoir les événements de sensibilisation.
avec un certain nombre d'événements, donc par exemple des journées sans voiture, Open Street Day à Marrakech, une journée mobilité avec des moyens non motorisés à Safi, le VéloFest en juin 2024, et puis des initiatives privées, par exemple avec l'association Pick à la Bikes, qui fournit des formations à l'usage du vélo pour les femmes, des formations dans les écoles, et puis des ateliers de réparation. Voici donc pour cette introduction. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir un certain nombre d'autres aspects, donc par exemple des études de cas en Argentine et en Tunisie sur les différents leviers incitatifs pouvant favoriser les mobilités actives. Nous allons nous pencher particulièrement sur la question du vélo et du cadre réglementaire et institutionnel qui a été mis en œuvre à Berlin, en Allemagne. Nous allons voir ce qui est possible de faire au niveau du quartier pour soutenir les différents types de mobilité active, avec des cas au Brésil et au Mexique. Nous allons voir comment il est possible de collecter des données sur la mobilité active et comment la financer. Et enfin, nous aurons des éléments sur la mobilité active électrique et partagée. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.